Nous allons donc travailler sur l'accès aux soins des personnes en perte d'autonomie. Alors on est un tout petit peu en retard, mais on va essayer de tenir. Nous avons une pause à 11h, mais qui sera également l'occasion du point presse. Nous reprendrons, alors si on peut écourter un tout petit peu la pause, on verra, mais bon, on va pas essayer d'être pas trop dur dès le premier jour. Le déjeuner est prévu à 13h et nous reprendrons les travaux à 14h15. Voilà, hein. Alors on essaye de tenir ce timing, voilà. Donc à la tribune, donc Marianne Jean du comité de Concarneau, membre du CA de la coordination nationale, élue sur Concarneau. Je tiens à la remercier particulièrement parce que d'avoir une élue, même si on va dire c'est pas forcément le même bord que la municipalité, enfin le maire, ça facilite quand même bien les choses pour organiser ce genre d'événement. Donc merci Marianne. Rosine vice-présidente de la coordination et donc d'autres membres du bureau sont dans la salle, voilà, mais tout le monde on se connaît à peu près, voilà. Ce matin pour la prise de notes, donc on a Dominique Dieterlé du comité de Concarneau, voilà, et on a Roland, parce que je pense que Roland il prend toujours des notes. Voilà, comité de Thouars. Bon, voilà, je pense que c'est pour le moment, c'est à peu près tout. Je ferai un mot de remerciement. Alors, vous avez des affichettes, elles sont un peu confidentielles, mais avec la liste des organismes, formation politique, organisation syndicale, entreprises de Concarneau, etc. Donc, j'essaierai de trouver un petit moment dans la journée pour vous dire tout ça de vive voix. Voilà. Et donc, j'appelle à la tribune donc, pour ce premier débat Janine Carrasco, donc éducatrice spécialisée à l'EPSM Gourmelin de Quimper, membre du NPA, qui va nous faire l'introduction sur la problématique de l'accueil des personnes en perte d'autonomie. Monsieur Hilton, membre oui, de l'ANCHL, donc l'Association nationale des centres hospitaliers locaux, et directeur du centre hospitalier local de Nivillac dans le Morbihan. Françoise Jaffré, membre du syndicat CGT représentant le personnel des EHPAD. Nous avons, oui, moi je vais me pousser, on va se pousser, on va vous laisser vous asseoir. Nous avons un excusé, pas des moindres, donc je me permettrai de vous présenter la problématique. Donc Stéphano de Blasio, qui intervenait en tant que personnel, enfin syndicat Sud Santé Sociaux du SSR Peraridi de Roscoff, et qui, je vous expliquerai, donc qui aurait pu expliquer les conséquences du passage en tarification à l'activité pour les SSR, qui est une véritable catastrophe. Donc je ferai un tout petit point. Donc évidemment c'est un établissement de santé et il devait intervenir ce matin et il a été rappelé pour remplacer un collègue en arrêt maladie. Voilà. Donc je passe la parole à Janine Carrasco pour la présentation globale. Ensuite, je pense que je vous laisserai la parole, Monsieur Hilton. Et puis Françoise, tu prendras la suite. Et puis je dirai un petit mot pour donc le SSR. Donc, et puis après, bien sûr, débat avec la salle, bien entendu, puisqu'il faut qu'on sorte des propositions très concrètes. Et voilà. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous avoir invités. Et puis, ce qu'elle a oublié, c'est de dire qu'on était aussi partie prenante au niveau du collectif de défense service public sur Quimper, puisque nous n'avons pas de comité de défense des hôpitaux encore. Mais voilà, peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais voilà, on a quand même un collectif de défense des services publics qui regroupe pas mal
d'organisations syndicales, politiques, associatives, et qui agit assez régulièrement. D'ailleurs, nous avons mené une action sur la Poste le 10 juin dernier. Voilà. Donc, comme il vous a été dit, je vais vous parler de la perte d'autonomie. Dans un premier temps, je commencerai donc par vous donner quelques définitions, puisqu'il y a, on parle de perte d'autonomie, on parle de dépendance, on parle d'handicap. Donc voilà, essayer de trier tout ça. Dans un second temps, je vous donnerai quelques chiffres concernant la perte d'autonomie et ses traitements en France. Et pour conclure, je vous ferai des propositions à mettre en contribution au débat. Voilà, ce ne sont que des contributions. Voilà, alors la perte d'autonomie se définit par l'impossibilité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante dans son environnement habituel, dû à des limites fonctionnelles. Elle peut s'expliquer par différentes causes, incluant notamment diverses pathologies, accidents, vulnérabilité sociale ou encore médicale. Le handicap, il est défini en France par la loi handicap du 11 février 2005 comme suit. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'altérations substantielles, durables ou définitives, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidante. La dépendance. Elle est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son environnement. En France, c'est le terme dépendance qui a été retenu pour définir l'état des personnes âgées en perte d'autonomie. Un terme nouveau est ensuite apparu pour parler des proches qui viennent en aide à ces personnes âgées ou autres de leur famille. Ce sont les aidants, mais c'est un autre débat. Pour Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs des services des personnes âgées, cela ne fait aucun doute. Le terme dépendance est le reflet d'une société qui discrimine les personnes âgées. En effet, la seule différence séparant les personnes handicapées et dépendantes est l'âge. La perte d'autonomie des personnes âgées s'inscrit au même rang que le handicap. Son origine est obligatoirement liée à l'environnement matériel et humain dans lequel la personne se développe. Deux types de populations sont donc concernées par la perte d'autonomie. Certaines personnes âgées et certaines personnes dites handicapées. Selon le ministère de la Santé, plus de 1 240 000 personnes âgées souffrent de perte d'autonomie. Ce chiffre doit doubler d'ici 2060. Cela représente un peu moins de 2% de l'ensemble de la population française et de 8% des plus de 80 ans, des 60 ans. Selon les enquêtes réalisées auprès de la population, ce sont des données qui datent de 2008, comme il y a vraiment un recueil d'informations à revoir là-dessus, 7 millions de personnes de plus de 60 ans déclarent une limite fonctionnelle et en leur sein, 1 280 000 se disent limités par des activités essentielles. Les enquêtes sur le non-recours à l'APA estiment qu'il est de l'ordre de 20 à 30%. Cela signifie que le nombre de personnes dépendantes est sans doute plus proche d'1,5 million. La population en perte d'autonomie est loin d'être homogène. Le degré d'autonomie varie très fortement. Si l'on s'en tient aux données de l'APA, toujours, 44% des personnes dépendantes ont la plus faible perte d'autonomie. Elles peuvent se déplacer, mais doivent être aidées pour la toilette ou l'habillage. 20% ont besoin d'aide plusieurs fois par jour. Un gros quart est confiné au lit ou en fauteuil et requiert une prise en charge pour la plupart de leur activité. Enfin, 9% des personnes âgées sont confinées au lit, en fauteuil et ont besoin d'une présence continue. Un peu moins des 3/4 des personnes titulaires de l'APA sont des femmes, soit environ 900 000 personnes sur 330 000 hommes. Ce phénomène résulte pour l'essentiel de l'écart de l'espérance de vie, selon les sexes. Pour un âge donné, les femmes sont le plus souvent dépendantes, elles vivent plus longtemps mais en moins bonne santé. La proportion des personnes dépendantes augmente très nettement avec l'âge. Plus de 60% des titulaires de l'APA ont plus de 85 ans.
contre 35% entre les 75 et 85 ans. Malheureusement, on dispose très peu de données sur la dépendance selon le milieu social, mais l'on sait que l'usure physique du travail est bien plus grande dans les milieux modestes et qu'ils ont une espérance de vie plus faible, mais une perte d'autonomie beaucoup plus précoce. Les milieux aisés disposent de moyens financiers et matériels qui leur permettent d'être aidés et de préserver leur autonomie et rendent la vie moins difficile à un âge élevé. Ainsi, par exemple, parmi les personnes handicapées âgées, les ouvriers sont 4 fois plus nombreux que les cadres supérieurs à vivre en maison de retraite, et surtout les femmes. Les personnes en situation de handicap, eux, sont environ 12 millions, tout handicap confondu. Plus de 47 500 personnes dites handicapées en situation de perte d'autonomie sont encore sans solution d'accompagnement adaptée à leurs besoins. Ils attendent la mise en place d'un plan d'urgence. Dans le Finistère, par exemple, plus de 1600 personnes dites handicapées sont en attente de places de foyer de vie, de foyer d'accueil médicalisé, de maison d'accueil médicalisée ou de MAFA, c'est-à-dire une maison de retraite pour les personnes ayant travaillé en ESAT. Je peux vous dire que c'est mon secteur d'activité dans lequel je travaille, c'est hyper compliqué. La situation des pertes d'autonomie et sa prise en charge sont anxiogènes pour tout le monde. 87% des Français accordent de l'importance à cette situation, à cette question, qu'ils soient ou non confrontés à ce problème chez eux. Toutes les mesures prises jusqu'à maintenant, et quels que soient les différents gouvernements, s'inscrivent dans la mise à mal de la sécurité sociale, voire d'en finir avec la note sécu. Les cotisations, telles qu'elles ont été mises en place en 1945, sous la pression du rapport de force favorable à la classe ouvrière. Un bond en avant supplémentaire est programmé pour sa discussion, avec le remplacement des cotisations par l'impôt, la CSG. Cela me semble représenter un risque pour les salariés qui sont moins maîtres de leur protection sociale. Emmanuel Macron et son équipe ont revendiqué s'inspirer de modèles étrangers comme la flexi-sécurité scandinave. La perte d'autonomie est présentée comme une affaire de responsabilité individuelle et familiale, au contraire de la grande idée collective que représentait encore la sécurité sociale. Selon les critères en vogue, on nous parle plus d'épargne, de capitalisation, d'assurance, de solidarité intergénérationnelle. La facture ne doit pas être adressée à la collectivité publique, que dans des cas minoritaires. Et comme dans toutes les aides sociales, il renvoie à la responsabilité aux familles, avec ou sans son accord, comme le prévoit le Code civil, avec obligation alimentaire ou de prise sur l'héritage. Pour conclure, nous proposons la création d'un service public de qualité dans le cadre de la sécurité sociale, financé à 100% par les cotisations sociales, géré par la sécurité sociale, démocratisée. À quand de nouvelles élections ? Afin de développer les aides de toutes les personnes qui en ont besoin, quel que soit leur âge, avec du personnel formé aux problématiques des personnes en autonomie limitée, bénéficiant de conditions de travail décentes et de meilleurs salaires. No comment. Chacun doit pouvoir accéder à des biens fondamentaux, quels que soient des revenus et son lieu d'habitation. C'est le cas des soins, ils doivent être gratuits. Il ne s'agit pas de raser gratis, ni de faire payer les patients, mais de réduire la part des profits, pour augmenter celle des cotisations sociales, dites patronales, et permettre ainsi le financement de 100% de l'assurance maladie. Non, on ne va pas dans ce sens-là, je vous rassure. Le service public social, bon, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, ce n'est pas le sens de notre nouveau gouvernement. Ce service public de sécurité sociale doit prendre en charge et développer les services à la personne contre l'isolement, pour des logements et des transports adaptés aux handicapés, pour des soins à domicile. La perte d'autonomie doit être financée à 100% par la sécurité sociale. Donc, ni par les assurances ou mutuelles, ni par les prétendues cotisations salariales qui ne sont en fait qu'une baisse déguisée des salaires nets, ni par les journées de travail gratuites, les journées de solidarité, ni par la récupération de l'héritage par l'État, ni par la CSG, essentiellement payée par les salariés et les retraités, ce qui commence d'emblée par un refus de toute augmentation de la CSG pour les actifs ou retraités. Je vous rappelle que le président actuel souhaite augmenter le taux de CSG de
1,7 points. Cette hausse touchera l'ensemble des Français, à l'exception des retraités les plus modestes, c'est-à-dire les retraités qui ont un revenu inférieur à 1 200 € par mois et les chômeurs. En conséquence, ça veut dire que 9 millions de retraités, soit 60% d'entre eux, présenteraient une perte de revenus de 25 € par mois, soit 300 € par an. Minimum, oui. Après, sur la première fois. Par la fiscalité nationale directe ou indirecte comme les TVA, par les impôts locaux essentiellement aussi payés par les classes populaires, et par ailleurs source d'inégalité de traitement des usagers entre chaque département. Ce financement doit permettre de couvrir à 100% les besoins de soins, d'aide à la vie quotidienne, en hébergement, que la personne ne peut ou ne veut pas continuer à vivre à domicile. La perte d'autonomie est le résultat de problèmes de santé au sens général du terme et pas seulement de la maladie. De nature diverse, de degrés différents, elle demande des réponses appropriées en fonction de chaque personne. Nous sommes pour un service public d'aide à l'autonomie, que ce soit à domicile ou dans les établissements spécialisés. Nous ne sommes pas pour des services privés pour tous ces types de problèmes qu'ils fleurissent sur notre département. Par ailleurs, la santé ne doit pas être une source de profit, c'est pourquoi nous sommes pour l'expropriation des grands groupes capitalistes qui s'enrichissent sur le dos des personnes dépendantes et qui osent nous parler de leur grille. Il s'agit donc de développer des services et des établissements de fonction publique d'aide à l'autonomie, permettant d'avoir une politique générale égalitaire sur l'ensemble du territoire. Cela permettrait également d'offrir un statut unifié pour l'ensemble des personnels, titularisation, formation professionnelle qualifiante pour toutes et toutes, une grille de salaire unifiée. Laisser la gestion et l'administration de ces services aux mains des associations, même non lucratives, ne convient pas. En effet, le recours des différents gouvernements et des différents conseils départementaux à ces associations leur permet de leur faire gérer les contraintes qu'ils leur imposent. Et laisse ainsi les salariés démunis, disséminés dans des structures au mode de gestion de plus en plus proche du management capitaliste moderne, avec toutes ces conséquences, bas salaire, précarité, y compris dans la prise en charge des personnes en difficulté d'autonomie. La notion des services publics s'appuie sur des services décentralisés avec la participation des salariés et des usagers et sous leur contrôle. Ils doivent répondre aux besoins des personnes sur un territoire donné. Des besoins doivent être définis par le représentant élu de la population. Les services d'aide à l'autonomie doivent être coordonnés par les hôpitaux publics et autres services. Il faut créer aussi suffisamment d'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, des foyers de vie, des foyers d'accueil médicalisés, des maisons spécialisées et des MAFA. Ce qui suppose d'embaucher et de former massivement du personnel spécialisé qui manque cruellement. De même, il faut multiplier les services spécialisés pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, que ce soit des centres à plein temps ou à temps partiel. Ce doit entrer dans un grand plan de développement des unités de soins de long séjour, les USLD, qui sont en train d'être privatisées sur le Finistère. En tout cas, pour l'USLD qui existe encore, qui fermera ses portes à partir d'octobre de cette année, qui part de Gourmelin pour aller sur l'Hôtel-Dieu. La perte d'autonomie n'est pas une marchandise, elle doit être intégralement prise en charge par la sécurité sociale. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais me présenter brièvement. Je vais d'abord remercier Madame Derrien pour l'invitation. Je parle assez fort, vous m'entendez ? Voilà, donc je m'appelle Franck Hilton, je suis le directeur du centre hospitalier Basse-Vilaine-Denis-Villac, donc un petit établissement qui se situe entre Vannes et La Baule, à 40 km de Vannes. Un établissement qui a 26 places de DSSR, de soins de suite et réadaptation, 4 lits identifiés soins palliatifs, des places de services de soins infirmiers à domicile, 45 places, 9 places pour personnes handicapées et 30 places de services mobiles Alzheimer pour aller au domicile pour les personnes Alzheimer et enfin 66 places d'EHPAD.
Donc je suis ici pour vous parler au nom de l'Association nationale des centres hospitaliers locaux. Mon propos va s'articuler autour de 4 points. Donc le premier point, vous donner un petit descriptif sur la situation des établissements et des centres hospitaliers locaux pour avoir effectivement un regard objectif et factuel. Le deuxième point, c'est sur les modes de fonctionnement de ces centres hospitaliers locaux. Le troisième point, ça sera les potentiels à venir. Et puis le quatrième point, ça sera les éléments prospectifs qu'on peut voir dans le futur. Donc le premier point sur les centres hospitaliers locaux et puis l'évolution des services. Je crois qu'il y a un travail qui est en train de se formaliser entre l'association et puis Hélène Derrien pour avoir une cartographie un petit peu des services qui ferment et des hôpitaux, mais de façon factuelle pour que tout le monde ait bien conscience de la situation. En 2004, il y avait, en termes de centres hospitaliers locaux avec un service de médecine, il y avait 252 hôpitaux, centres hospitaliers locaux avec service de médecine. Aujourd'hui, en 2017, il y en a 152. 63% des centres hospitaliers locaux sont dans des zones géographiques le plus souvent rurales. L'activité est souvent gériatrique, l'activité gériatrique est majoritaire, certes. Pour autant, on peut aussi avoir dans ces centres hospitaliers une activité pour des personnes qui sont un peu plus jeunes. Je pense notamment dans notre établissement où on est un service de SSR polyvalent et où on a 4 places de lits identifiés soins palliatifs. On reçoit des personnes qui parfois sont jeunes pour l'accompagnement de la fin de vie. D'accord ? Ces différents services contribuent au maintien à domicile de la population. On en revient un petit peu à ce qui était évoqué à l'instant sur la perte d'autonomie et le fait qu'il y a un maintien de plus en plus prégnant au domicile des personnes. Et justement, les centres hospitaliers locaux permettent l'appui et ce maintien à domicile. Sur le fonctionnement, les centres hospitaliers locaux travaillent, comme l'a dit le maire dans son introduction, beaucoup avec la médecine de ville et ça permet justement de travailler sur le décloisonnement entre les libéraux, médecins, kinés, orthophonistes, puisque dans les différents centres hospitaliers locaux, il y a tout ce monde libéral qui vient travailler à l'hôpital et dans le cadre des désertifications médicales, l'hôpital permet d'avoir un point d'ancrage. Donc c'est quelque chose qui est important, notamment pour la vie économique et puis l'accès au premier recours. Bien évidemment, les centres hospitaliers locaux permettent des admissions en direct du domicile et évitent ainsi l'engorgement des urgences. Et on le voit dans les différentes situations, on l'a eu sur les épisodes de canicule, mais on peut l'avoir aussi en hiver, l'engorgement des urgences. C'est vrai que les centres hospitaliers locaux permettent le maillage territorial et évitent ces flux de population qui sont parfois inadaptés. Sur le potentiel des centres hospitaliers locaux, la vision que je souhaite vous faire partager, c'est que les centres hospitaliers locaux ont à développer, comme on l'évoquait tout à l'heure, le maintien au domicile des personnes et à se réinventer sur comment on peut apporter une aide véritablement sur la perte d'autonomie, sur les services rendus à la population. Donc les activités d'aval de SSR pour les centres hospitaliers sont effectivement très prégnants. L'avenir du service public, nous semble-t-il, et je crois que c'est quelque chose que nous partagerons, c'est justement comment on fait pour redensifier ces centres hospitaliers, leur donner des marges de manœuvre et des moyens, parce que vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, assez naturel, on a toujours tendance à donner les subventions et les projets aux hôpitaux les plus gros, au lieu peut-être de redensifier les hôpitaux qui sont en proximité et puis qui peuvent rendre un service aux populations. Et il n'est pas absolument certain, et je parle avec des guillemets, avec précaution quand même, il n'est pas absolument certain que les petits centres hospitaliers soient moins efficients en termes de finances que les gros centres hospitaliers. Donc c'est ces données-là qu'il faut un petit peu développer.
En termes d'éléments prospectifs, je voudrais simplement redire qu'au niveau de la NCHL, on milite pour un statut des établissements de santé, parce que j'imagine que vous avez entendu parler, et vous l'évoquerez peut-être, des GHT. Alors mon voisin de Miremont tout à l'heure disait qu'il ne fallait pas parler avec des abréviations, donc GHT, groupement hospitalier de territoire. Donc j'imagine que vous en avez entendu parler, et ces groupements hospitaliers de territoire, même si dans l'affichage ils sont, et vous l'avez tous compris, que des fois il peut y avoir une distorsion entre l'affichage et puis la réalité, l'affichage, c'est de dire que ces groupements hospitaliers de territoire sont pour une consolidation de l'offre de soins. Donc ils sont pour... c'est en tout cas ce qui est évoqué. Il faut croire ce qui est dit. Pour autant, comment vous dire ça, nous, pour être dans le cadre du GHT, si on n'a pas notre autonomie, nos marges de manœuvre, pour prendre une métaphore, c'est comme si vous êtes smicard et que vous donnez votre carte bleue à votre voisin qui touche 10 000 euros et qui passe les achats pour vous. Eh ben, il ne va pas acheter la même voiture que vous achetez, il ne va pas acheter la même télé, et ce genre de choses. Et le GHT, c'est ce qui est en train de se construire avec des systèmes d'information, des achats, alors que nous travaillons avec des entreprises en proximité, et on arrive des fois à tirer des meilleurs tarifs, et on ne va peut-être pas aller dans des achats qui vont coûter plus cher en définitive à l'établissement, et qui vont entraîner sa dégradation financière, pour ensuite qu'on nous dise il faut fermer. Donc voilà, c'est un petit peu ces injonctions paradoxales sur lesquelles on doit travailler. C'est un challenge intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, pour être dans des propositions constructives, je crois qu'il faut effectivement travailler sur le décloisonnement, effectivement, entre les libéraux, l'hôpital. Il faut travailler sur l'intelligence collective, les aidants naturels, parce qu'il y a des situations qui sont vraiment compliquées. Il faut être en appui, notamment sur les formations, parce qu'on parle souvent de maltraitance, mais il y a des situations de maltraitance clairement au domicile, et peut-être pas tant que ça dans les collectivités, dans les établissements. Et il faut rompre effectivement avec une logique hospitalo-centrée, parce que il y a cette capillarité et puis cette notion qu'on évoque souvent. On parle tout le temps d'aménagement du territoire. La première façon d'aménager le territoire, c'est de préserver les services publics qui sont efficients et qui fonctionnent, parce que derrière, ça draine une économie au niveau des médecins libéraux et au niveau des petites entreprises. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est la diversité des idées. C'est-à-dire que vous êtes présents, on a tous le droit d'avoir des points de vue, des idées. Il faut que les avis s'entrechoquent, et surtout, il faut qu'il y ait un recensement des besoins. Parce que c'est vous, à travers les médecins libéraux, à travers vos comités, qui recensez les besoins des personnes de vos territoires, et c'est à ça dont on doit répondre. Et quand je vois dans votre document qui a été distribué, je vois le programme de santé d'Emmanuel Macron, sans faire de politique. Je pense simplement, non mais sincèrement, je pense simplement que si on veut être un peu constructif, il faut s'appuyer sur les propositions qui sont faites. C'est-à-dire que quand je relis, il est mis en grand accès aux soins sur l'ensemble du territoire et le déverrouillage massif de l'accès à la télémédecine. Je crois qu'il y a certains leviers, et notamment le travail sur la prévention, qui peut être significatif pour des établissements comme les nôtres, se reconfigurer et travailler sur la prévention. Travailler aussi sur la télémédecine, qui peut être des outils intéressants, mais encore une fois, en étant vigilant et en prenant le temps, parce qu'il faut faire des études d'impact et des diagnostics rigoureux. Parce que la télémédecine, vous pouvez financer l'investissement sur un petit centre hospitalier, d'accord ? Mais après, il y a toute l'exploitation, d'accord ? Et ensuite, il y a le fait qu'il y aura toujours un médecin derrière. Comment va être tarifié
cet échange, cette téléexpertise, cette téléconsultation, comment cela va être tarifié au petit hôpital. Voilà. Donc après, je ne vais rien vous apprendre, hein. Il y a l'efficience économique, mais encore une fois, je ne suis pas absolument certain, et pour parler en connaissance de cause, parce que mon établissement est à l'équilibre après de longs déficits, et la majorité quand même de certains centres hospitaliers locaux sont à l'équilibre, contrairement à des gros centres hospitaliers, mais ça peut se comprendre. Il y a une logique économique qui peut permettre de faire perdurer vos centres hospitaliers, nos centres hospitaliers, mais pour ça il faut des diagnostics rigoureux, des études d'impact, et ne pas être dans une vision dogmatique et des schémas dépassés en se disant plus c'est grand et plus c'est beau, si c'est un grand centre hospitalier, ça va résoudre tous les problèmes. À ce moment-là, on ne fait qu'un seul centre hospitalier en France, et puis peut-être du côté d'Issoudun pour être assez central. Mais mais voilà, après c'est une vision qu'il faut avoir, développer, chacun a le droit d'avoir son point de vue, et il faut essayer de travailler sur les opportunités pour co-construire les choses. Après, voilà, c'était tous les éléments que je souhaitais apporter. Merci. Oui, donc moi je suis membre d'un collectif qui a été créé en septembre dernier à Port-Louis, donc à partir de l'hôpital de Port-Louis-Riantec, qui est un petit centre hospitalier aussi local. Et donc, pour le moment, on n'est pas encore adhérent effectivement à la coordination, mais bon, je sais pas, ça pourra peut-être venir, mais on est jeunes encore, hein, donc il faut nous laisser le temps de grandir un petit peu. Et donc dans ce collectif, il y a donc des salariés, bien évidemment, de l'hôpital, mais également, et c'était ça qui nous semblait très important, c'est la présence des familles de résidents. Parce que ce témoignage et cet apport-là nous semble très important, et aussi des citoyens intéressés par cette question de la perte d'autonomie. Et on a vu tout à l'heure, le maire parlait de manque de communication, et on s'est rendu compte effectivement dès le démarrage de ce collectif que c'est très très important, et la confrontation des salariés avec les familles de résidents a été absolument enrichissante pour les uns et pour les autres. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je pense que même si on n'est pas encore très développé, je crois que ça a déjà été un point important. Donc moi j'ai été infirmière en EHPAD de 1980 à 2015. Hélène nous avait demandé d'avoir un témoignage de personnes travaillant en EHPAD. Seulement mes collègues étaient ou pris c'était leur jour de repos avec des impératifs, ou alors au travail évidemment. Donc moi je suis retraitée nouvellement, donc je me suis dit je vais m'y mettre. Je ne suis pas encore éloignée, et je suis complètement partie prenante de ce collectif de toute façon. Donc j'ai pu suivre toutes les évolutions de ce secteur pendant toute cette période, et celles-ci ont été nombreuses. L'une d'elles est le degré de perte d'autonomie des résidents qui s'est considérablement aggravé. Les personnes viennent en établissement actuellement lorsque vraiment il n'est plus possible pour elles de rester à domicile. Donc comme on disait tout à l'heure, les services de soins à domicile se sont beaucoup développés et ont permis de rester le plus longtemps possible. C'est vrai aussi que c'est souvent sur des raisons économiques. Faut voir que le coût d'un EHPAD, d'un lit, est quand même relativement élevé. Et même si certaines fois, justement, à cause de cela, le maintien à domicile repousse un peu loin ses limites. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les personnes qui sont dans cette situation. Parallèlement, le matériel de repos, de mobilisation des résidents s'est fortement modernisé. Donc on a actuellement de plus en plus de lits électriques, de lève-malades, de baignoires adaptées, etc. Enfin, toute l'ergonomie facilitant la prise en soin des résidents, donc c'est fortement modernisé. La formation des personnels, qu'elle soit initiale ou continue,
s'est également beaucoup développé et spécialisé, comme le nouveau diplôme par exemple d'assistant en gérontologie pour un meilleur accompagnement des personnes atteintes des maladies d'Alzheimer et apparentées. Mais ce diplôme n'est pas reconnu dans le salaire par contre, hein. C'est moins bien ça. Oui. Ah, il y a une prime quand même. Alors, une prime de 90 €. Bon. Oui. Mais on est toujours payé beaucoup en prime. Hein. Et quand on part en retraite, je vous fais remarquer que c'est pas pris en compte. C'est nettement moins bien. Il y a aussi donc eu dans la formation continue, par exemple, les formations de relations d'aide qui permettent également d'appréhender le savoir-être. L'informatique également permet la gestion facilitée des commandes de repas, de matériel, de médicaments et l'accès de tous les professionnels aux mêmes informations administratives et médicales. On le voit donc, il y a eu beaucoup d'améliorations pour travailler et pour l'accueil des résidents. Mais actuellement, malheureusement, on constate une grande souffrance des personnels dans ces établissements. Donc il faut vraiment creuser pour en savoir quelle en est la cause. Et quand on discute avec les personnels, évidemment, c'est une grande insatisfaction de ne pouvoir remplir correctement leur mission auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. En effet, leur nombre n'a pas vraiment augmenté et les évolutions techniques ne suffisent pas à compenser l'augmentation de la charge de travail due principalement à la dépendance beaucoup plus importante des personnes accueillies. Les directions des établissements gèrent des budgets qui, eux, ne sont pas en forte augmentation non plus. Et l'application des 35 heures sans compensation suffisante a considérablement compliqué l'organisation du travail. Et donc, comment rentrer chez soi satisfait de sa journée quand on n'a pas pu consacrer plus de 10 minutes à chaque résident pour la toilette, quand on a le sentiment de leur avoir donné à manger avec un lance-pierre, quand on est passé de l'un à l'autre sans avoir le temps de revenir pour voir s'il est toujours bien installé dans son fauteuil, s'il a soif ou besoin d'aller aux toilettes, car la personne n'est pas souvent en capacité d'appeler, et c'est ainsi que se crée l'incontinence. Imaginez-vous n'avoir qu'une douche par mois, et c'est pourtant de plus en plus fréquent, car non seulement le personnel n'est pas en nombre suffisant, mais quand un agent est absent pour maladie, il n'est pas remplacé les 2 ou 3 premiers jours, et à ce moment-là, on applique ce que l'on appelle la procédure en mode dégradé, hein, ça veut quand même dire beaucoup de choses. En d'autres termes, c'est travailler en effectif inférieur au minimum prévu. Et dans ce cas, il faut faire des choix dans les soins. Par exemple, un jour on lève la moitié des résidents et le lendemain on lèvera l'autre moitié. Donc passer sa journée au lit, c'est pas obligatoirement très intéressant pour la personne et puis très valorisant pour les personnes qui ont dû faire les choix. Évidemment, dans ces conditions, les arrêts pour maladie, troubles musculo-squelettiques, épuisement professionnel se multiplient. Et c'est un cercle sans fin, puisque évidemment les autres sont moins nombreux et à leur tour ont des problèmes de santé. Même si le personnel se refuse souvent à le reconnaître, dans ces termes, il s'agit là quand même de maltraitance institutionnelle. Durant mes premières années de travail, il y avait moins de facilités techniques, mais il y avait plus de vie dans l'établissement. Il n'est pas question de remettre en cause les progrès techniques, mais par exemple, l'informatisation censée nous faire gagner du temps nous retient plus de temps derrière les ordinateurs. Et du coup, nous sommes moins présents auprès des résidents. Les contraintes réglementaires sont également chronophages. Tout acte doit être validé. Par exemple, lorsque l'infirmière dispense les médicaments, elle doit cocher sur l'ordinateur ce qu'elle donne, mais il lui faut faire vite, donc c'est encore le résident qui en pâtit, car il ne la verra que passer. La relation est difficile à établir dans ces conditions. Ce que l'on a gagné en sécurité, hein, y compris par aussi toute les mesures d'hygiène qui sont plus contraignantes, eh bien malheureusement on l'a perdu en humanité. Et les formations dont je parlais tout à l'heure ne peuvent être mises en application correctement, car par exemple une aide médico-psychologique dans sa formation a un rôle plus axé sur le relationnel. Elle fait du soin, mais elle a aussi un rôle plus axé sur le relationnel.
Et finalement, ces aides médico-psychologiques font le même travail que les aides-soignantes, c'est-à-dire le nursing, les repas, mais très peu d'animation ou pas du tout, voire pas du tout quelquefois. Et cela est particulièrement frustrant pour elles et ne bénéficie évidemment pas aux résidents. Donc, dans ces configurations, nous, on se demande aussi, nous, les citoyens, quand on avance en âge, comme disait tout à l'heure Monsieur le maire, quelles sont les perspectives pour nous, futurs EHPADiens, comme nous a dit un des membres du collectif. On a trouvé que c'était une formule pas si mal que ça. Les inquiétudes sont encore plus grandes, je pense, dans le temps à venir, à cause de la baisse annoncée de 200 millions d'euros des dotations annuelles des maisons de retraite publiques, qui est une conséquence de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, qui est une loi de 2016. Et cette loi, cette conséquence, en fait, va enlever des moyens à des maisons de retraite publiques qui sont, alors, qu'on dit bien dotées, qui, entre autres, l'établissement dont je viens, qui est l'établissement de Port-Louis-Riantec, est considéré comme un établissement bien doté. L'ARS nous le dit tout le temps, donc il faut bien qu'on l'intègre, n'est-ce pas? Mais pour le donner aux maisons de retraite qui le sont moins bien. Donc en fait, on va enlever à Paul pour donner à Jacques, mais ça ne va améliorer, ça n'améliorera rien. On va niveler par le bas alors qu'il aurait fallu niveler par le haut, bien évidemment. Et donc il y a vraiment, ça a été dénoncé par la Fédération hospitalière de France, c'est pas juste la CGT qui dénonce ça. Donc c'est une réalité et ça va se traduire là dans les temps à venir, dans les budgets et donc effectivement ça risque d'être encore sur le personnel, quoi, bien évidemment, comme d'habitude. Et pour aussi juste donner alors un petit, une autre inquiétude que nous avons nous au niveau de l'hôpital de Port-Louis-Riantec, c'est donc monsieur le directeur parlait tout à l'heure des groupements hospitaliers de territoire, mais sur notre secteur, on n'en reste pas au groupement hospitalier de territoire, on en vient carrément à la fusion. Cette fusion sera effective au 1er janvier 2018 et regroupe les hôpitaux de Lorient, Quimperlé, le Fawet et Port-Louis-Riantec. Et bien évidemment, il n'est même plus question d'essayer de garder une petite autonomie. Là, il y a plus, ça va être le centre hospitalier de Lorient qui évidemment va être maître d'œuvre sur tous ces établissements. Donc on a fort à craindre aussi que le côté gériatrie ait quelques difficultés à se faire entendre, quoi, dans ces conditions-là. Voilà, un peu quelques éléments pour le débat. Merci. Bien, désolée, en l'absence donc du spécialiste sur la question, je vais tenter de donner quand même un ou deux petits éléments concernant donc le service de soins de suite et de réadaptation. Alors pour les locaux ici, vous en avez peut-être entendu parler. Donc le service de soins de suite et de réadaptation de Peyraridi à Roscoff a engagé un mouvement vraiment important à l'initiative de l'intersyndicale, mais avec la participation de l'équipe de direction. Donc c'est géré par une fondation, si mes souvenirs sont bons, avec la participation de la direction, des associations de patients, voilà. Donc une action qui dans un premier temps a mis 6000 personnes dans les rues de Roscoff. Alors moi j'y ai participé, c'est très très impressionnant. Avec des commerces fermés, avec des affichettes de solidarité, voilà. Alors pourquoi ce mouvement ? Parce que depuis, là je crois que c'était juin si mes souvenirs sont bons, enfin depuis peu, les services de soins de suite et de réadaptation passent à la tarification à l'activité. Alors, pas d'un seul coup, comme ça s'est fait d'ailleurs pour les hôpitaux, ça va être progressif.
Néanmoins, compte tenu du taux actuel, la direction de Peraredi a estimé sa perte de recettes à 40%. Donc la problématique est la suivante. Alors c'est un service de pointe qui accueille des patients avec des pathologies lourdes, notamment mucoviscidose, vraiment des et de grands traumatisés. Oui, c'est vraiment et un établissement qui a une réputation vraiment importante, oui, quasi nationale. Marianne a raison. Donc en fait, avec cette diminution de recettes, le choix, il n'y en a pas, enfin je ne vais pas vous dire, mais il n'y a pas de choix, il y aura un choix des patients, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à maintenir l'équilibre budgétaire, soit on va sélectionner des pathologies, de pouvoir prendre en charge des pathologies qui seront les plus rentables au titre de la tarification à l'activité. Et puis, ça veut dire aussi que, comme partout dans ces cas-là, comme ça a été le cas dans les hôpitaux ou autres, eh bien, on va pouvoir jouer sur la seule variable d'ajustement la plus simple, à savoir le personnel. Donc, ça veut dire que, quelque part, c'est la qualité, le choix bien sûr des patients, mais aussi la qualité de la prise en charge qui risque d'être considérablement fragilisée. Donc je voulais juste rajouter ce point. Moi je ne suis pas une spécialiste, donc je pense que pour les personnels, mais surtout pour les patients, ça va être particulièrement dramatique. La mobilisation, elle s'expliquait aussi localement, puisque le SSR est en quelque sorte le plus gros employeur sur la commune de Roscoff. Donc effectivement, la crainte de perte d'emploi a aussi beaucoup mobilisé. Puis emploi en chaîne, puisque évidemment ça veut dire aussi développement d'une économie avec l'accueil temporaire de familles, etc. Voilà, donc juste vous donner ces explications-là. Nous avons appris aussi, alors nous n'avons pas réussi à avoir de représentants. Normalement, il devait y avoir Pascal Chanvert qui devait intervenir en tant que gériatre. Nous avons un gériatre dans la salle qui est Monsieur Caboret. Donc on compte vraiment sur lui pour intervenir de la salle, ou y compris venir à la tribune s'il le souhaite, il sera le bienvenu. Gériatre sur Nantes, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et je voulais signaler aussi, on a eu cette information de la part de Françoise Ney, puisqu'elle est gériatre en région parisienne, où donc ils viennent d'apprendre qu'ils n'auraient plus d'internes. Voilà, à partir de la rentrée, enfin à partir de la session d'entrée, je crois que les internes, ça doit être octobre-novembre à peu près à l'entrée. Donc plus d'internes, puisqu'il a été décidé que la formation, la spécialisation en gériatrie serait dorénavant assurée par les médecins généralistes. Je ne ferai pas de commentaires. Je pense que ça peut être aussi pour les médecins généralistes libéraux l'occasion du coup d'avoir une petite prime supplémentaire. Mais ça, c'est purement mesquin de ma part. Voilà. Voilà, donc on a... Oui, je vais repasser. On a un petit peu de temps, donc il est 10h15. Ça nous laisse 3 gros quarts d'heure. On ne va pas se brimer pour le débat. Mais M. Hilton souhaite rajouter quelque chose, donc je lui repasse le micro. Pardon, juste sur la T2A SSR, ce que vous évoquiez à l'instant, nous on est touchés parce que on a des SSR non polyvalents mais qui sont moins techniques que ce que vous évoquiez pour Roscoff. Alors après, c'est effectivement une logique qui est différente et une réflexion qui est différente. Quand on vous donne 100 €, vous dépensez pour 100 €. Quand on vous donne 90, vous dépensez pour 90. Donc voilà, ça sera effectivement l'un des principes du service public, c'est l'adaptabilité, la plasticité, la souplesse. Il convient de s'adapter. Et pour revenir sur les propos qui ont été évoqués sur le personnel, je m'en voudrais effectivement de ne pas l'évoquer avec le fait que on est clairement, me semble-t-il, dans des injonctions paradoxales qui sont difficiles à vivre pour le personnel, dans le sens où, d'un côté, on leur parle de bientraitance et avec des exigences hyper hautes, et quand vous
mettez des exigences hyper hautes et que derrière vous n'avez pas forcément les moyens pour les atteindre, bah, c'est là qu'effectivement que ça peut être un petit peu compliqué, donc il faut effectivement les accompagner. Mais par contre, je veux quand même redire qu'au niveau du matériel, pour le coup là, l'ARS est vraiment porteuse d'appels à projets sur lesquels on peut répondre, notamment pour les conditions locales d'amélioration et les conditions de travail. Il y a des appels à projets qui existent, qui sont prégnants pour les établissements comme les nôtres, et il y a des appuis financiers de l'ARS, mais ce sont des appels à projets auxquels il faut répondre. Des fois on est choisi, des fois on n'est pas choisi. Il y a quand même un soutien, alors il est peut-être pas assez important, mais bon, en tout cas il y a quand même un soutien de l'ARS, en tout cas sur ce volet-là, des conditions de travail. Il y a quand même des appels à projets qui sont intéressants et qui sont innovants aussi. Je pense au parcours d'activité santé senior aussi, sur lesquels il y a des soutiens importants de l'ARS et parfois des conseils départementaux. Donc voilà, c'était juste un complément.